trouve ça intéressant de parler de la différence entre la capacité et la capabilité. L'enfant peut être capable de faire sa routine, de faire telle tâche. Il y a les habiletés pour le faire. Exactement. Mais il n'est pas nécessairement disponible. C'est ça, et cette disponibilité ou ce manque de disponibilité-là va venir affecter sa capacité. Tu sais, par exemple, qu'un enfant qui a un TDAH va arriver à l'école puis va probablement avoir plus de difficultés à porter son attention sur une tâche si, par exemple, le matin, il a vécu des stresseurs. Un enfant qui a un syndrome G de la Tourette, les tics vont apparaître quand le stress augmente. Exact. Bienvenue au balado Naître et grandir autrement, un balado qui s'intéresse à la neurodivergence. On se retrouve dans cet épisode pour aborder les stratégies pour faciliter le quotidien des familles neurodivergentes. Je suis Stéphanie Deslauriers. Je suis Solène Bourque. On va prendre un petit moment pour se présenter parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne nous connaissent pas. Donc, pour ma part, je suis psychoéducatrice. Je suis aussi autrice. Je donne des conférences, des formations et je m'intéresse principalement aux thématiques de la neurodivergence, de l'autocompassion, de tout ce qui est aussi acceptation de soi, de comment apprendre à embrasser qui on est finalement. Et voilà. Puis, dans ma vie personnelle, c'est aussi une approche que j'essaie d'appliquer à moi-même. On le sait, souvent qu'on est en intervention, on est bonne pour pister les gens, les accompagner, mais des fois, ça peut être un petit défi pour les appliquer pour nous-mêmes. Ouais. Puis voilà, pour ma part, j'ai reçu mes diagnostics à l'âge adulte, donc TDAH et autisme. Ma fille a reçu les mêmes diagnostics. Elle a 8 ans. Donc, toujours au primaire. Et je gravite dans une famille neurodivergente depuis plusieurs années parce que le père de ma fille il est rendu un jeune adulte maintenant, mais je fais partie de son quotidien depuis de nombreuses années, je dirais. Alors, voilà comment la neurodivergence se présente autant dans ma vie pro que perso. De mon côté, également aussi psychoéducatrice, auteure de plusieurs ouvrages éducatifs qui traitent du développement de l'enfant, beaucoup aussi au niveau du dépistage, observer les différentes difficultés là, au niveau du développement du langage, développement moteur, développement socio-affectif. Donc, je baigne aussi là-dedans depuis de nombreuses années. Et au niveau personnel, maman de 2 jeunes adultes, dont une qui a eu des diagnostics là, de TDAH, troubles d'apprentissage et profil de douance. Et donc, on a navigué à travers toutes les étapes dépistage, diagnostic, évaluation, tout ça. Puis, j'ai découvert à travers aussi cette démarche-là certaines caractéristiques qui me ressemblaient un petit peu. On sait que c'est héréditaire, donc moi-même, un peu d'auto-identification là, pour me reconnaître aussi des caractéristiques TDAH qui demandent une certaine dose d'adaptation au quotidien aussi. Il y a évidemment des points communs entre les parents qui ont des enfants en neurodivergence, peu importe le ou les diagnostics, ou peu importe, des fois peut-être qu'ils sont encore en mode dépistage ou tout ça, mais ce qu'on observe en fait souvent, c'est que les parents vont expérimenter des enjeux avec l'autonomie de leur enfant. Puis, ça peut être très fluctuant. Donc, à certains moments, les capacités de l'enfant sont plus grandes. Alors, OK, il s'habille tout seul. Et là, rendu à un certain âge, il fait son lit, puis il fait même ses petites tâches et tout ça, puis le bain et tout. Tu sais, toute la routine du quotidien, tout s'enchaîne bien. Oui. Et ce même enfant-là, dans 1 mois, dans 3 mois, là, les acquis qu'il avait, là, ça le fait plus. Puis c'est pas, des fois, on va parler de régression. C'est pas tant une régression parce que les acquis sont toujours là. C'est juste qu'ils ne sont pas accessibles momentanément. Et je trouve ça intéressant de parler de la différence entre la capacité et la capabilité. Alors, l'enfant peut être capable de faire sa routine, de faire telle tâche. Donc, il y a les capacités, c'est-à-dire il y a les habiletés pour le faire. Exactement. Mais il n'est pas nécessairement disponible. C'est ça. Et cette disponibilité ou ce manque de disponibilité-là va venir affecter sa capacité. Okay. Fait que des fois, on va dire, oui, mais là, comment ça? Il était capable de faire ça, là. Il l'a fait pendant, je sais pas combien de semaines, combien de mois, même des fois combien d'années. Ouais. Puis là, ça marche plus. Ben là, c'est parce qu'il veut pas, il fait exprès. Ou... Non, peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas accessible pour lui, ces habiletés-là.
Donc, ça, c'est un point commun qu'on remarque dans les familles neurodivergentes. Puis ça peut générer des inquiétudes, voire même de la frustration quand on ne comprend pas cette distinction-là entre la capacité et la capabilité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'enfants qui peuvent, que ce soit conscientisés ou non, camoufler quand ils sont dans leur autre milieu de vie. Parce qu'ils veulent passer inaperçus, parce qu'ils vont copier ce que les autres font. Donc, c'est comme s'ils se retiennent d'être pleinement qui ils sont. Fait qu'on peut imaginer que quand ils finissent la journée de garderie ou la journée d'école, puis qu'ils arrivent à la maison, ouf! C'est ça. Comme un ballon là, qui se dégonfle. Oui, c'est ça. Ou qui éclate des fois. Parfois aussi. Ça peut. Exactement. Oui. Fait qu'il y a une décharge qui peut arriver émotionnelle. Puis, qui va se le prendre en pleine face? Souvent, le ou les parents, parce que ce sont des figures d'attachement rassurantes, sécurisantes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va remarquer beaucoup. Autre point commun, souvent le parent va dire « Hey Stéphanie, j'ai l'impression de devoir être la traductrice de mon enfant. Alors, cette notion-là, pas tant parce que l'autre personne ne parle pas la même langue. Mais des besoins, traductrice, des besoins de faire comme en ce moment, je pense que, mettons, il y a trop de bruit. Il faudrait des trucs comme ça, un peu. Ou par exemple, hey, là, en ce moment, mon enfant se sent peut-être plus surchargé. Fait que si tu lui dis bonjour, ça se peut qu'il te réponde pas, mais c'est pas parce qu'il est impoli ou qu'il s'en fout de toi. C'est juste qu'en ce moment, c'est trop demandant pour lui ou pour elle. Fait qu'on devient cette espèce de traducteur-traductrice. Oui, exactement, parce qu'on veut pas nécessairement que ça froisse l'autre. On veut expliquer le fonctionnement de notre enfant pour pas que ça soit mal interprété. Alors, il y a ça qui est une charge, en fait, aussi sur le dos des parents. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, souvent, les familles d'enfants neurodivergents ont un petit, voire inexistant réseau de soutien. Exact. C'est quelque chose qu'on va aborder aussi là, dans d'autres épisodes. Absolument. Puis aussi, pour continuer à faire du pouce là-dessus, c'est qu'il y a, dans le fond, les points communs entre les parents d'enfants neurodivergents, mais aussi, en fait, là, on va voir les points communs ou les points différents entre les parents d'enfants neurodivergents puis ceux d'enfants neurotypiques. Parce que peu importe qu'on ait un enfant neurodivergent ou neurotypique, on se questionne tous comme parents. On est tous, on veut le bien-être de notre enfant, on veut qu'il se sente bien et tout ça. Et on va avoir plein de questionnements de, par exemple, j'en fais-tu assez? Est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que j'établis les règles de façon correcte? Est-ce que la routine est bien établie? Puis ces genres de questions-là sont communes à tous les parents. Peu importe qui sont les parents, là, que l'enfant soit neurodivergent ou pas. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que comme parents d'enfants neurodivergents, les questions vont vraiment aller des fois dans un autre sens. Ça ne sera pas du genre « Oh mon Dieu, il me semble que j'aurais dû faire des petits sandwichs à l'emporte-pièce » ou « Il me semble que ma voisine, sa maison est plus rangée que la mienne. » Souvent, ce qu'on va entendre, c'est un sentiment profond d'incompétence, de « Hey, j'essaie des choses, moi, puis pourquoi ça marche pas? » Alors que ma voisine a fait « essaye ça avec ton enfant » ou « je vais te proposer tel truc » ou peu importe. Puis là, tout à coup, tu fais comme « OK, mais on m'a refilé un livre sur le développement de l'enfant. » On en parlait, tu sais, dans le premier épisode. J'ai essayé les trucs qui sont dedans. Il n'y a rien qui marche avec mon enfant. Donc, c'est vraiment un sentiment qui, si on veut faire un lien justement avec notre titre de podcast, qui naît et qui grandit autrement chez les parents d'enfants neurodivergents que chez les parents d'enfants neurotypiques. Parce que l'écart qu'on voit chez notre enfant se voit aussi dans notre parentalité. Absolument. On va le vivre dans notre parentalité, cet écart-là de... OK, mais je me retrouve plus avec, tu sais, autant au début, hey, on partage, oui, tu as eu un bébé, on a eu un bébé en même temps, mais là, nos enfants grandissent. On va commencer à éviter des contacts sociaux ou pas répondre aux questions parce que là, on se rend compte que ça vient toucher des zones sensibles. Absolument. Oui, parce que, puis tu sais, sensibles comme le sommeil, l'autonomie, l'alimentation, tu sais, tous les grands sujets que, surtout dans la petite enfance, là, tu sais, ça peut s'enflammer rapidement autour de ça. Alors, comme parents, quand on se sent inadéquat, parce qu'on se dit, hey, mais là, attends, moi, je l'ai fait tout, là, les trucs que j'ai lus dans tel livre ou que j'ai vu dans telle émission ou dans tel article, puis de tel type de parentalité qui, moi, m'interpelle, puis j'adhère à ça, mais quand je les mets en application, ça ne fonctionne pas. Donc,
ça doit être parce que je suis pas bon. Exact. Sûrement que je fais quelque chose de pas correct. C'est ça. Sûrement que... fait que c'est nous, on se tombe sur la tomate parce que... on n'arrive pas au résultat. Mais c'est sûr, le moyen proposé ne tient pas en compte que l'enfant a un neurotype différent. Puis j'ai même envie de dire, parce qu'on sait que c'est hautement héréditaire, la neurodivergence, mais souvent, le parent... ça se peut même qu'ils ne le savent pas encore, soit neurodivergent. Fait que les stratégies qui sont proposées pour un parent qui n'a pas de neurodivergence, quand tu arrives à toi, par exemple, tu as des hypersensibilités sensorielles, tu as aussi une hypersensibilité émotionnelle, puis, ben non, mais je peux pas utiliser cette stratégie-là parce que ça serait pas respectueux de mes besoins sensoriels. Je peux pas utiliser telle stratégie parce que ça tient pas compte de ma réalité au niveau de l'énergie puis de la fatigabilité, par exemple. Mais oui, puis c'est ça. Puis quand on travaille en soutien parental, on intervient toutes les deux avec des familles. Puis une des questions que je vais souvent poser aux parents, c'est quand, par exemple, on va parler d'un moyen à mettre en place, c'est... comment vous vous sentez capable de mettre ce moyen-là en place? Est-ce que quand vous revenez à la maison, vous avez l'énergie, la disponibilité et tout ça? Puis souvent, c'est ça, il va y avoir des parents d'enfants neurodivergents qui vont dire, écoute, ça se pourrait que moi aussi, justement, je pense que je pourrais peut-être avoir un diagnostic. Moi, quand j'arrive chez nous, là, mon énergie est à comme 1,5 sur 10, mais mon enfant, lui, il est rendu, tu sais, bien, l'énergie est très basse aussi, mais dans le sens où il n'est plus disponible pour répondre à mes attentes, répondre à mes consignes. Pourquoi tout le monde, la routine roule comme il faut? Oui. Puis nous, on arrive chez nous, puis mon Dieu, ça prend 1h30 pour faire les devoirs. Puis la routine de bain, ben juste embarquer dans le bain, c'est l'horreur. Mais après ça, c'est l'horreur de sortir du bain. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui, à un moment donné, le parent fait comme, il est rendu 8 heures le soir, puis moi, j'ai plus de temps à moi, je vais aller me coucher parce que je suis brûlée. Exactement. Puis, tu sais, tu parlais par rapport justement au bain, on parle d'enjeux sensoriels, pour beaucoup d'enfants qui ont une neurodivergence puis qui vivent ces défis-là, ben ça va être l'écart ou en tout cas le contraste entre être dans l'eau chaude, par exemple. Fait que je suis mouillée, ma peau est mouillée, c'est correct. Je me lève, le haut contact avec l'air, je ne suis pas encore séchée. Je vis une surcharge sensorielle. Alors, il y a une crise. Puis le parent qui sent que, ben qu'est-ce que j'ai fait de pas correct et tout ça, parfois, il arrive, il est déjà épuisé. Fait que son intervention va pas être optimale parce qu'il est à bout. Fait qu'il n'est plus en intervention, il est en réaction. Et là, cette réaction-là peut entraîner aussi une esclandre. Puis là, ben finalement, hey, c'était donc bien plate notre soirée. Puis pourquoi c'est tout le temps difficile de même et tout ça? Fait que ça peut faire vivre beaucoup de déceptions. Puis de stress aussi. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. Parce que c'est ça, je pense que c'est un peu ça que les études démontrent, que le stress parental chez les familles neurodivergentes est plus élevé que la moyenne. Hein? Absolument. Puis il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Puis souvent, le moyen de prendre l'info, c'est avec un échantillon de salive parce que ça vient mesurer le niveau de cortisol salivaire. Et donc, le cortisol qui est l'hormone du stress. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, chez les parents, dans des familles neurodivergentes, le cortisol est beaucoup plus élevé. Fait qu'on parle alors parfois même de stress chronique. Où est-ce que le parent peut se sentir constamment en hypervigilance? Parce que, OK, qu'est-ce qui pourrait potentiellement déclencher une crise? Et là, parfois, on va dire, oui, mais là, le but, on veut pas être un parent hélicoptère puis retirer tous les obstacles dans la vie de notre enfant. Bien sûr que non. Sauf que quand les obstacles, ça peut être la façon dont la feuille est placée sur la table, comment ça c'est placé, les lumières, le son. Puis là, on est juste dans, mettons, les 5 premières minutes de réveil et qu'il y aurait 10 possibilités de déclencheurs de crise. Oui, ça se peut il y a des choses en hypervigilance. Oui, puis qu'on va venir adapter des choses. Puis d'ailleurs, un des contributeurs au stress, des fois, on dit, ben non, moi, je suis pas stressée. Il n'y en a pas tant, exemple, de crise ou de... OK, mais quels efforts tu as dû mettre en place pour pas qu'il y ait de crise. Voilà. Puis surtout, tu sais, les parents, par exemple, parce qu'on sait que certains enfants vont vivre des enjeux plus en fin de journée. Si on prend du quotidien. Absolument. Mais certains enfants vont se lever déjà le matin avec un certain niveau, par exemple, d'inconfort. Oui. Inconfort au réveil, aux vêtements qui viennent de se mettre sur le dos, s'ils ont des hypersensibilités. Moi, je me rappelle, ma fille, quand elle était petite, c'était vraiment difficile, l'habillage. Une fois qu'on s'était habillé, c'était l'élastique est trop serré, et pas bien, on change 3 fois de paire de bas. Même si on avait planifié la veille, les vêtements, bien, le lendemain matin, des fois, il y avait 3 autres modes de rechange. Fait que là, tu dis, on est en train de partir la journée.
Puis, on n'est pas encore rendu à la garderie ou à l'école. Puis déjà, on vient de vivre comme des périodes d'inconfort. Puis pour d'autres parents qui m'auraient vu intervenir dans ces moments-là, ils auraient pu dire, mon Dieu, t'achètes la paix. Comment ça tu y permets de... non, garde-la ton petit pantalon avec ton élastique serré. C'est parce que mon enfant, s'il a son pantalon avec son élastique serré, c'est de l'hypersensibilité. Puis l'hypersensibilité, c'est pas vrai que tu t'habitues. Non, exactement. À ça. C'est vraiment reconnu que, dans le fond, c'est comme s'il y avait toujours... un grichage là, sur la ligne. Fait que ton enfant, il n'est pas disponible aux apprentissages à l'école, il n'est pas bien avec ses amis, puis là, tu arrives à la fin de la journée, puis il s'est disputé, il est arrivé tel truc. Bien, souvent, une fois qu'on avait comme mis le doigt sur le bobo de « OK, c'est les petits jeans avec le petit bouton en dedans », on éliminait ces vêtements-là, puis là, on se retrouvait avec des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est tout ça, c'est ce stress de penser de... Comment je peux faire en sorte que, déjà, il est 8 heures le matin, là, on n'est pas parti pour la garderie ou l'école, puis il y a déjà des stresseurs qui sont là. Oui, puis j'ai envie de dire, tu sais, parce que chaque journée, commence, mettons, au réveil, mais c'est continu, dans le sens où on sait que pour plusieurs personnes neurodivergentes, il y a une grande co-occurrence avec les troubles de sommeil. Ouais. Alors... Trop réveil la nuit. C'est ça, exactement. L'enfant qui fait de l'insomnie, que ça peut être qu'il y a de la difficulté, par exemple, avec l'endormissement, qu'il y a des réveils nocturnes, qu'il peut faire des terreurs nocturnes, des cauchemars, du somnambulisme, etc. S'il y a aussi des parents neurodivergents qui ont eux-mêmes leurs enjeux de sommeil. Exact. Fait que là, toi, tu as eu une mauvaise nuit la nuit passée, mais ton enfant non. Tu fais, OK, je vais me reprendre cette nuit. Ton enfant a une mauvaise nuit. Fait qu'il y a comme une fatigue aussi. Ouais. Qui s'installe, puis une fatigue qui n'est pas juste une fatigue physique, c'est une fatigue mentale, c'est une fatigue cognitive, sociale, émotionnelle. C'est comme une fatigue à plusieurs niveaux. Puis évidemment que ça, c'est aussi un contributeur de stress. Le sommeil, c'est la base de la vie. Si tu n'es pas bien reposé, tu le nommes, exemple, ton enfant a moins bien dormi cette nuit-là. Fait que déjà, au réveil, il file un peu, moi, j'appelle ça grumpy cat, un peu grincheux. Un peu grognon. Toutes les nerfs, toutes les rites, il est moins patient, moins tolérant. Justement, la couture des bas, est-ce qu'on peut en parler? Ouais. Oui, nous, on est arrivés à quelques reprises en retard cette année d'une 20aine de minutes, alors que j'avais déjà prévu 20 minutes d'habillement. Oui, exact. Fait on peut imaginer que ça a pris 40 minutes s'habiller parce que le bas, la couture, elle était pas bien placée. Dans le soulier. Parce que ça n'arrive pas à bonne place. Oui, puis là, ça frotte sur l'orteil. Puis c'est pas juste un peu fatigant pour l'enfant, c'est douloureux. Alors... Ça devient vraiment présent. Ah, ben oui, il pense juste à ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des réalités. Puis tu le nommais bien tout à l'heure. Non, l'enfant ne va pas s'habituer. Ça va juste l'agresser davantage et son niveau de tolérance va diminuer. C'est ça. Fait que, évidemment que c'est stressant. Puis tu le nommais, tu sais, quand d'autres vont dire « Ah, ben là, t'achètes la paix » ou « Ah, là, tu fais ci, fais ça ». Recevoir le jugement des autres parents, c'est un gros stresseur pour les parents d'enfants neurodivergents. Qui ne se sentent pas compris. Déjà, qui ne se sentent pas compétents, pas outillés, pas représentés, pas soutenus, parce qu'ils, souvent, effectivement, c'est vrai, c'est pas juste une perception, c'est ça. Et là, quand ils reçoivent un regard extérieur sur leur parentalité, c'est de se faire dire « Ah, t'es trop mou, t'es trop laxiste, t'es trop ci, t'es trop ça ». Jamais recevoir une petite tante dans le dos pour dire « Hey, good job ». Good job. Puis surtout, comme tu disais tantôt, c'est que c'est aussi le parent qui se met dans une position de l'hypervigilance pour... Lui, il absorbe les stresseurs, mais pour éviter des stresseurs à son enfant. Exact. Parce qu'on sait que sous l'effet du stress, l'enfant lui-même va vivre plus de difficultés d'adaptation. Donc, on sait, par exemple, qu'un enfant qui a un TDAH va arriver à l'école puis va probablement avoir plus de difficultés à porter son attention sur une tâche si, par exemple, le matin, il a vécu des stresseurs. Un enfant qui a un syndrome G de la Tourette, les tics vont apparaître quand le stress augmente. Même chose au niveau de différents autres troubles. Donc, l'émergence des... Tu sais, le trouble est toujours là, mais les manifestations vont être plus présentes quand il y a intense, quand il y a du stress. Fait que nous, ce qu'on fait comme parents, c'est « Hey, on peut-tu essayer d'aller éliminer le maximum de stresseurs? » Mais pendant ce temps-là, c'est le parent qui l'absorbe, effectivement. Ben, absolument. Puis le parent vit. C'est un être humain à la base. Donc, a lui-même d'emblée des choses qui vont le stresser, qui vont l'irriter, qui vont l'affecter. Alors, c'est comme de devoir s'auto-réguler et d'être constamment le co-régulateur de ton enfant. C'est ça. Et son traducteur, et son espèce d'intermédiaire, médiateur et tout ça. Fait que
of course, je l'ai dit en anglais, mais évidemment que ça génère beaucoup de stress. Puis tu sais, on le dit souvent, hein, que nos enfants, c'est des petites éponges. Nos enfants neurodivergents, là, c'est des aspirateurs Dyson à 2000 $ d'émotions. Oui, c'est ça. Ils ressentent tout. Tout. Fait qu'on est un petit peu plus stressé. Nos enfants le ressentent. Puis là, on peut même sentir qu'ils sont plus agités ou que l'intensité de leurs manifestations est plus élevée. Puis là, je dis pas ça pour dire « Hey, soyez zen puis vivez jamais de stress ou camouflez-le ». Mais non. C'est pour sensibiliser, Exactement. pour démontrer que c'est présent. Puis justement, parlant de ça, ben justement, comment on fait au quotidien, tu sais, pour mettre en place des stratégies pour diminuer ce stress-là ou en tout cas peut-être ressentir un petit peu moins de pression, tu sais. C'est un petit peu ça qu'on va aborder. Puis, ben je pense que pour beaucoup de parents, puis encore là, ces stratégies-là sont générales, c'est-à-dire que les gens peuvent piger là-dedans ce qui leur convient, mais chez nous, ce qui fonctionnait bien, c'est des routines stables et prévisibles. C'est-à-dire, puis aussi avertir à l'avance pour les changements. Puis plus qu'une fois, hein? Oui. Tu sais, ça peut être dans 5 minutes. Dans 2 minutes. Oui, exact. Oui, c'est ça. Et puis on a parlé en même temps. Oui, c'est faire ça. Un vœu. Ben oui, mais je l'ai vécu, puis moi, j'ai 2 enfants, puis, tu sais, je te le racontais, on en a parlé souvent ensemble. Ma plus vieille, par exemple, bon, c'était la fin du jeu. C'était comme, OK, ben tu ranges tes choses dans 2 petites minutes, puis après ça, on s'en va au bain. C'était ça. Alors qu'avec ma plus jeune, qui a une neurodivergence, ben il fallait que je mette une minuterie, il fallait que je mette en place des trucs, des repères pour que ce soit pas maman qui soit en train de dire ou papa qui soit en train de dire d'arrêter le jeu, parce que là, ça pouvait provoquer une crise. La crise était dirigée vers moi. Fait que, tu sais, c'est tout ça aussi là, qu'il faut retravailler. Fait que ces stratégies-là, c'est aussi de se dire, on peut avoir des repères visuels dans l'espace. Nous autres, on avait comme des petites affiches avec dans quelle étape on fait les trucs. J'ai vu chez toi, parce que je vais chez toi des fois, je suis la marraine de ta fille, oui. J'ai vu une affiche dans sa chambre avec les moyens. Ouais. Ouais, tu veux en parler un peu? Ben oui, j'y ai bricolé ça, en fait, parce que quand elle est en surcharge, ben évidemment, elle n'a plus accès à « Hey, qu'est-ce qui me fait du bien, donc, pour m'apaiser? » Fait que j'ai mis dans un lieu qu'elle aime, sa chambre, et j'ai fait une belle affiche avec des couleurs, encore une fois, qu'elle apprécie, avec ses intérêts de prédilection pour, ben justement, que ça lui tente d'y faire référence à cette affiche-là. J'ai indiqué, donc, avec elle me disait qu'est-ce qui lui fait du bien. Fait que ça peut être de manipuler, par exemple, ce qu'elle appelle ses petits squishies. Ça pouvait être de prendre tel toutou qui est réconfortant pour elle, d'aller se réfugier dans tel coin où est-ce qu'il y a plein de coussins. Ça pouvait être pour elle de faire de la slime ou, tu sais, avec le sable lunaire. Fait qu'elle, ça passe beaucoup par les sens. C'est ce qui lui permet de se grounder. Pour un autre enfant, ça pourrait être d'aller se défouler, donc en frappant dans un coussin ou dans tel oreiller qui est danser dédié. avec de la musique. Exactement. Aller lire, faire des jumping jacks, peu importe. Écrire, dessiner. Tu sais, il n'y a pas de mauvais moyens, tant qu'évidemment qu'ils sont bienveillants, sécuritaires pour l'enfant et pour les autres membres de la famille. Mais oui, c'est effectivement des petits repères comme ça qui peuvent faire du bien. C'est ça. Puis dans les stratégies, tu parles de ta fille, justement, on parlait d'enfants qui ont plus besoin de s'apaiser, retour au calme. Une stratégie aussi que je proposais à des parents qui ont des enfants qui sont beaucoup plus actifs, c'est la stratégie de décharge motrice ou ce que j'appelais du dérapage contrôlé. C'est genre, OK, on met des coussins partout, on peut sauter, on peut courir, mais vraiment avec, tu sais, comme des balises claires. Avant d'aller au bain, on sait que c'est plus difficile. Là, on met de la musique, on danse, on s'excite, on bouge, on gigote sur place, on sautille. Fait que ça permet de libérer tout ça. Pour certains enfants, mettre les mains dans les mains, demander pouce dans mes mains ou pouce dans mes pieds. Fait que l'enfant va vraiment décharger un peu toute la tension musculaire qui est là. Fait que c'est des stratégies aussi qui vont faire du bien, puis qui sont simples, puis en même temps qui nous permettent d'avoir un moment agréable là aussi avec notre enfant. Fait que de pas juste être dans l'intervention sur quelque chose de précis, mais de dire, hey... Oui, puis tu sais, comme tu dis, ces stratégies-là, par exemple, de décharge, où ça devient des stratégies préventives qui sont à l'agenda, qui sont dans l'horaire, qui font partie de la séquence. Fait qu'on le sait que, par exemple, avant de partir pour l'école, pour s'habiller, surtout en hiver, qu'il faut mettre les habits, puis que notre enfant a des enjeux sensoriels, bien, OK, est-ce qu'on peut faire des petites pressions profondes si c'est ça qui fait du bien, mais que ça soit vraiment inscrit dans l'horaire. Fait que c'est prévisible, c'est rassurant, c'est sécurisant et pour l'enfant, mais et pour les parents, j'ai envie de dire, là. Exactement. Oui. Quelque chose que je fais moi-même. Comme parent
neurodivergente, d'une enfant neurodivergente, moi aussi, mais ma capacité, en fait, n'est pas toujours la même. Et moi, la première sphère dans laquelle ça va transparaître, c'est au niveau de l'alimentation. Où est-ce que là, j'ai pas d'énergie pour faire à manger, tu sais, quand il y a plusieurs étapes, faire cuire du riz, puis faire cuire des légumes, puis faire cuire une protéine, puis là, il y a plusieurs étapes à la fois. Là, cognitivement, là, il y a trop d'étapes, ça fonctionne pas. Fait que c'est souvent la première chose que je vais adapter. Que je vais dire, OK, c'est quoi le repas, là, go-to? Le plus simple. Le plus simple. Des nouilles avec du beurre. Ah, puis un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Parfait. Oui, voilà, mon enfant a mangé. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être ça mon objectif et non pas respecter le guide alimentaire, non seulement canadien, mais européen et de tous les continents du monde. Fait qu'on peut, moi, j'aime bien l'expression s'enlever une bûche. Ouais. S'en demander un petit peu moins. Exactement. Quand c'est moins disponible. C'est ça, de se dire que dans le fond, si c'était comme ça à tous les jours puis à tous les repas, non. Mais tu sais, si on sent justement qu'il y a une surcharge à un moment donné puis de dire, hey, on peut-tu pas se casser la tête? Déjà, moi, j'ai moins d'énergie ce soir. J'avais proposé, entre autres, à une famille une année où il y avait vraiment des enjeux au niveau des repas. Hey, on peut-tu juste mettre des crudités, des trempettes sur la table puis vraiment des petits morceaux de pizza froide puis les gens pigent comme si, tu sais, les enfants pigent comme si c'était un buffet. Hey, ils ont eu vraiment du plaisir puis à quelque part, il y avait comme plus de liberté rattachée à tout ça également, tu sais. Oui, puis tu sais, ça, on pourra s'en reparler aussi, mais tu nommais que ça peut être ça, de diminuer ses exigences. On parlait du repas pour un temps donné, mais ça se peut que ce temps donné-là, ça soit pas juste un soir, puis une semaine, puis un mois. Tu comprends? Ça se peut que finalement, ça devienne, nous, ça va être ça. Ouais. Ça va être ça, notre façon de faire. Ça va être ça, nous, notre fonctionnement familial. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est ce qu'on appelle le capacitisme ou l'abléisme. OK? Ça, c'est notre espèce de neuronormativité qu'on a intériorisée. C'est-à-dire, à quoi on s'attend? Tu sais, c'est quoi le fonctionnement familial attendu dans la société? Qu'on mange tout le monde assis ensemble à table, qu'on fasse tel type d'affaires, puis tel type, que nos enfants fassent des activités parascolaires. Bon, je donne des exemples comme ça. Mais ça se peut que pour votre famille, ça fasse pas de sens. Non. Puis c'est correct. Ouais, ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour le voisin puis l'autre en arrière qu'on connaît pas puis que l'autre qui ne vit pas votre vie. Exactement. C'est votre vie à vous. Puis surtout, tu sais, ce que j'aurais envie de dire pour, tu sais, comme conclure cet épisode-là, parce que comme tu dis, on va avoir le temps d'y revenir sur plusieurs trucs, mais c'est... Vous n'avez pas à vous justifier comme parent de vos choix. Les choix que vous faites, vous les faites pour votre bien-être, pour le bien-être de vos enfants. Puis ça, ça se passe dans votre cocon familial ou en tout cas dans votre routine pour se rendre à l'école, à la garderie, mais ça ne regarde que vous. Donc, les gens qui arrivent avec des questionnements, des regards extérieurs, vous n'êtes même pas obligé de répondre. C'est genre, c'est de même parce que c'est comme ça, c'est tout. Cette espèce de pression de s'expliquer, à pas être là non plus, ça aussi, c'est un stresseur. Ah, mon doux, tellement. Fait que, oui, j'aime beaucoup ça, d'accepter, de s'accepter. Puis, comme tu dis, on n'a pas besoin d'être le porte-étendard et les porte-paroles de toutes les familles neurodivergentes. Non, parce que de la nôtre. Oui. Puis anyway, c'est énergivore. Fait qu'on peut juste vivre notre vie et s'entourer de gens avec qui on a envie de vivre cette vie-là, puis de qui on se sent compris, considéré et respecté. Je pense que ça, là, c'est la meilleure façon d'apaiser le niveau de stress. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, justement. Oui, puis on va s'en reparler, certains, mais merci encore pour ce bel échange-là. Et on va se retrouver pour le prochain épisode dans lequel il va être question de la collaboration avec le milieu de garde, comme la garderie, CPE et le milieu scolaire, parce que, oui, les intervenants et intervenantes qui travaillent dans ces milieux-là sont des collaborateurs essentiels au bon fonctionnement de nos familles puis de nos enfants neurodivergents. À bientôt! Cette série balado est produite par Naître et Grandir. Conception et animation, Solène Bourque et Stéphanie Deslauriers. En réalisation, Phonique.